Ça, c'est du poisson-chat, ça. Non, pardon, c'est une dorade, autant pour moi. Mais ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là? Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière et j'ai respecté la chaîne du tiède. Ah non, tu peux y aller les yeux fermés. Il y a beaucoup de mouches, hein, quand même. Ah non, mais ça, je te les compte pas. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV X. Oula, ça le fait pas du tout. Sur Nienko TV. Mieux. Le 30 avril 2025, nous avons eu le privilège d'assister au retour d'Alain Chabat aux commandes d'Astérix. 23 ans après le seul véritable bon film en prise de vue réelle que l'on ait vu sur 5 tentatives. On va revenir sur Astérix et Obélix contre César. Je sens déjà les cris parmi certains parmi vous qui vont s'offusquer que je ne le considère pas comme un bon film, surtout comparé au 3e, 4e et 5e film dont on va parler aussi. Rassurez-vous, on va y venir. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Bah non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Astérix, on en a parlé sur la chaîne en parlant des 5 films en prise de vue réelle, ou live action comme on dit maintenant. Mais pour parler de cette mini-série Netflix, on va devoir revenir un peu plus en arrière encore, et évoquer Astérix en dessin animé. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Tu es un sanglier, m'entends-tu? Un sanglier. La nuit, ça doit être pratique pour les roulis. C'est silence, on recommence. En dessin animé dans un premier temps, pour en arriver au film d'animation 3D, les deux d'Astier juste avant le désastre signé par Guillaume Canet, pour en arriver à la série Netflix d'Alain Chabat. Vous êtes au lion ou quoi? Ave César! Pour ton triomphe, nous avons pensé à une mosaïque! Je vous ai demandé une idée forte pour célébrer mon triomphe et vous revenez avec une mosaïque. C'est quoi cette idée en l'argile? De la BD à l'animé, puis de l'animé au cinéma, puis du cinéma à l'animation et à la série télé, petite rétrospective maison pleine de potions magiques, afin de revenir sur ce qu'Astérix a pu faire de meilleur, comme ce qu'il a pu aussi faire de pire. On est parti. Moi qui ne suis pas fan ni des bandes dessinées, ni des comics, ou bien même des mangas, j'ai une vision assez binaire des choses. Par exemple, j'aime bien Batman et Superman. Mais au-delà, même si j'essaye, ça me saoule. Ça fait trop. J'aimais bien Dragon Ball, et j'aime toujours d'ailleurs, mais aussi Captain Tsubasa, ou Olive et Tom comme on dit en France. Mais pour le reste, One Piece, Naruto, pas le temps, pas l'envie. Et en ce qui concerne les bandes dessinées, mon enfance a été bercée par Tintin et par Astérix. Et pas le temps ou l'envie pour les Lucky Luke, les Black et Mortimer. Et c'est sans doute très bien, hein, mais c'est comme ça. Pas le temps, pas l'envie, 2 ça me suffisait. En revanche, si je vous dis ça, c'est parce que j'estime être un grand connaisseur des exemples de BD ou de mangas ou de comics que je vous ai cités. En tout cas jusqu'à un certain point. J'ai fumé toutes les BD Astérix et toutes les BD Tintin et je suis incapable de dire laquelle est la meilleure, et d'ailleurs je vois pas pourquoi on dirait que l'une est meilleure que l'autre. En tant que BD, je parle pas des dessins animés de ce qui suit, mais en tant que bande dessinée, impossible pour moi de les départager. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois? Silence, on se concentre. J'aimais le côté bien rangé dans des cases bien propres, le côté soigné et chic de Tintin, et quand j'étais d'une autre humeur, j'aimais aussi les bulles avec des gros caractères, avec le côté plus brouillon, mais plus fun aussi d'Astérix. Oh César, tu as sûrement déjà entendu parler du combat des chefs? Si un chef gaulois veut prendre le contrôle d'un autre village, il défie l'autre chef en combat, d'homme à homme. Le chef qui remporte le combat devient le chef des 2 tribus. Donc si un chef gallo-romain, un chef gaulois dévoué à la cause de Rome, bat le chef des irréductibles gaulois, il devient chef des 2 tribus. Et les Gaulois deviennent romains? Gallo-romain. Mais oui, on peut dire romain. Ma BD Astérix préférée étant de très loin Astérix Légionnaire, c'est celle qui me fait le plus rire. Et c'est celle qu'on n'a jamais eue, ni en animé, ni en film d'animation, ni en film en prise de vue réelle. Ça, c'est frustrant. Et chez Tintin... ça recommence. Et chez Tintin, c'est plus difficile. On en a fait une vidéo dédiée que vous retrouverez par ici si vous l'avez pas vue. Ça fait longtemps, hein, ça remonte, soyez indulgents. Mais ça dépendait de la qualité du dessin animé qui avait été adapté de la BD. Car jusqu'à 1999, et le premier film en live action de Claude Zidi, il n'y avait pas photo, selon moi, sur la qualité des dessins animés proposés pour l'un et pour l'autre. En ce qui concerne Tintin, j'étais amoureux non pas des films Belle Vision qui ont extrêmement vieilli,
Mais bel et bien l'adaptation franco-canadienne de 92 qui sublimait les BD, notamment via de superbes doublages, importants pour des dessins animés. Merci pour tout ce que vous avez fait, capitaine. Et merci d'avoir été un si bon ami. Ou des films d'animation, et de magnifiques compositions musicales. À côté de ça, le vieillot Astérix le Gaulois, un dessin animé très mauvais, il faut le dire, d'un point de vue technique, ou les deux autres films que j'ai été voir au cinéma avec mon papa, Le Coup du Menhir et Astérix et les Indiens, me semblaient déjà bien fades de mes yeux d'enfant. Il n'a vraiment pas vu venir. Il n'a pas l'air dans son assiette. Il est en miettes. À coup menhir. Il s'est fait estourbir. Bien daté, même dans les années 90. Et ça n'était pas une question de moyens. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Ça n'était pas une question de moyens, ça n'était pas une question de technologie, ça n'était pas une question d'époque. Si. Non. Si. Non. Parce qu'il y a deux adaptations de bande dessinée que j'ai adorées d'Astérix tout en étant petit, et elles remontent, ces adaptations-là. Astérix et Cléopâtre, qui avait vraiment une ambiance très particulière, notamment musicale. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de griffe, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon. Mais une ambiance tout court. Ah, mon beau-fils était flippant, en tout cas il était doublé de façon flippante, les doublages étaient quelque chose. Hein. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Oh, le pudding à l'arsenic. Ces maisons qui tenaient pas debout en Égypte. Et même tous les bruitages autour des maisons, quand elles s'écroulaient, ça m'inquiétait quand j'étais petit. J'avais peur que ma propre maison me tombe dessus. Non. 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 La deuxième adaptation, et qui n'est pas une adaptation parce que c'est une histoire inédite d'Astérix, qui remonte à 72, c'est loin, c'est les 12 travaux. 12 travaux? Quels travaux? Le seul dessin animé 100% inédit, c'est énorme quand même, 100% inédit à l'époque, on n'en a pas eu depuis 72 jusqu'à la deuxième version d'Astier, on va en parler. Chargez! Vite, Obélix, fonce! Pareil, il y avait un thème musical marquant, identifiable, une ambiance tant humoristique qu'inquiétante. Le sommet de l'animé des 12 travaux étant la maison qui rend fou, qui n'a pas pris une ride plus de 50 ans après la sortie du film. Le formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir. Voilà, j'ai évoqué ça parce que c'est juste pour contrer les arguments qu'il pourrait y avoir, qui diraient qu'en plus faut pas être trop sévère avec les dessins animés de l'époque, notamment les Tintins des années 60, je les trouve catastrophiques. Les versions Belle Vision. Je suis pas d'accord avec ça. C'est des dessins animés. Il y avait juste à bien les animer. C'était une question d'imagination dans l'adaptation. C'est une question d'inspiration ou pas. De créativité si tu l'as ou si tu l'as pas. Ou aussi des possibilités laissées par les auteurs de pouvoir retoucher ou pas par rapport à la BD de départ. Ça, je peux concevoir que ça soit bloquant. Mais ça n'est pas une question de moyens ni d'époque qui nous font passer de ça, par exemple. Aïe! Ouh, la momie! Ça pique! Le soleil! Aïe! La momie! Aïe. À cette version-là. Qu'est-ce que cet album est flippant. Même aujourd'hui, hein, toujours aujourd'hui. Ces attentats par les fenêtres. Oh Monsieur Cantoneau? Monsieur Cantoneau? Monsieur Cantoneau? Allô? J'ai encore les frissons comme il y a quelques années.
Rassurez-vous, c'était rien. Et surtout, le cauchemar collectif chez Monsieur Bergamote, avec Raskar Kapak à la fenêtre, pendant que tu dors sous un orage. Celui-là. Oh, celui-là. Je suis content d'y revenir parce que ça m'a pas passé depuis 4 ans que j'ai fait la vidéo sur Tintin. T'as fait un cauchemar? Horrible. T'as fait un cauchemar de quoi? De Tintin. Oh là là. Ça m'a marqué à vie et ça marquera à vie. Je pense que c'est le cas pour vous aussi, vous me le direz en commentaire. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'avec la bonne direction artistique, avec la bonne musique, avec les bons doubleurs, on peut faire un très bon dessin animé. Et pas juste un dessin animé. On oublie les mosaïques. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Mais la fin des années 90 va propulser Astérix au premier plan, là où Tintin restera au point mort, mis à part peut-être l'adaptation du Secret de la Licorne de Steven Spielberg, que j'avais plutôt apprécié, mais dont l'expérience demeure incomplète, tant les suites annoncées n'ont jamais vu le jour. Car les années 90 étaient assez bonnes pour le cinéma français. Notamment les duos créés autour de Christian Clavier, que ce soit avec Jean Reno, Les Visiteurs 1 et 2, l'Opération Corned Beef. Ah! Mais vous allez démarrer d'ici? Ou bien Clavier Depardieu avec Les Anges Gardiens, un duo qui s'annonçait prometteur, dans Astérix et Obélix contre César, un film de Claude Zidi, l'un des réalisateurs phares des années 70 et 80, bien que vieillissant, mais cet Astérix-là, c'était l'un de nos blockbusters à la française, l'un des premiers. C'est César abruti. Tu me livres à Jules César, l'abruti, c'est toi. Moi, je croyais que j'étais Obélus. Oui, mais merde. Même Les Visiteurs 1 ou 2 n'avaient pas eu droit à un tel abattage médiatique, à un pari rouge et vert avec des affiches sur chacun des panneaux publicitaires possibles, ou sur le moindre arrêt de bus. C'était impressionnant, que ce soit le personnage de Bonne Mine, d'Ash Canonix, d'Arbara Coursix avec Michel Galabru. On n'avait pas l'habitude, si on met de côté Papy de la Résistance, d'avoir un casting aussi XXL, aussi transgénérationnel, de Galabru à Claude Pieplu, aux côtés de nos plus jeunes, comme Laetitia Casta. Je m'attendais à voir un film proportionnel niveau riremètre à la curiosité que j'en avais, à la nouveauté que ce film représentait, et comparé surtout au film précédent, de Christian Clavier, qui même en surjeu dans Les Anges Gardiens, ne laissait pas indifférent. Eh ben non. Je me rappelle très bien que c'est la première fois que je me suis forcé à rire pour me mettre dans l'ambiance, parce que je me disais, mais ça va venir, c'est toi qui mets pas du tien. J'étais petit, hein. Je devais avoir 15 ans, j'étais avec mes parents, et la salle était assez calme. Ça m'a beaucoup marqué, cette séance. C'était une grande salle sur Paris, une énorme salle de cinéma. Par exemple, lorsque le rocher leur tombe sur la tête en début de film, il y a un moment donné où, quand ça tombe, il y a Idéfix qui rebondit sur le sol. Le ciel nous tombe sur la tête. Et ben là, j'ai entendu des petits ricanements dans la salle tout légers. On s'est raccroché à ça, parce que c'était nouveau de voir des effets comme ça. Il y avait un malaise. Clairement, il y avait un malaise parce que Clavier Depardieu, ça devait donner autre chose, mais en fait, les maîtres en costume d'Astérix ou d'Obélix ne faisaient pas tout. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu. Mais du coup, tout le monde arrive très légèrement, et moi, comme un con, du haut de mes 15 ans, bah, j'ai regardé autour de moi et j'ai suivi. Mais globalement, cette séance était plutôt décevante. On en a parlé dans la vidéo, mais Clavier faisait du jacouille en permanence, c'était insupportable. Il m'énerve! Il m'énerve! Tu m'énerves, Obélix! Claude Pieplu surjouait également en Panoramix, mais c'était sans doute la direction d'acteur voulue. Les dieux nous viennent de ton aide! Pierre Palmade avait beau être ressemblant à Assurance Tourix physiquement, ce qui était drôle, sa façon de chanter comme une théière sur le feu était absolument ridicule. Et on nous avait annoncé des effets spéciaux révolutionnaires. Mais même à l'époque, ces effets spéciaux n'étaient pas tout à fait top. Hein. Ça se voyait. Mais ça n'était pas non plus un échec total. Certaines nouveautés non reprises de la BD, comme les personnages qui se dédoublent, la scène dans le cirque qui était très divertissante,
Roberto Benigni en Détritus était très bon, tout comme Godfrey John en César, ils amenaient à eux seuls un certain intérêt. Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Et de la mienne, pas de la même occasion? Et certains passages comme celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bout de sa barbe. Il doit être à l'autre bout. Tu as trouvé ça tout seul? Ou encore celui-là. C'est pour Falbala? Elle va le porter autour du cou avec une grosse chaîne? Nous arracher quelques sourires ou quelques rires à une salle qui était quand même un peu perdue, qui néanmoins avait applaudi à la fin du film comme si elle s'y sentait obligée. En tout cas, à la fin, lorsque le générique final commence à défiler à l'écran, il y a une personne, un papa au premier rang ou dans les premiers rangs, qui se lève et qui applaudit, tout seul. Et puis, il y en a 2, 3, 4, 5 qui commencent à applaudir autour de lui. On se sent tous... C'était bien, faut qu'on applaudisse. Mais moi pas cette fois-ci, j'ai pas suivi parce que le film était fini et franchement j'étais gêné par ce film-là. C'était pas une purge, attention. Mais j'ai pas rigolé comme les Anges Gardiens, comme les Visiteurs 1, comme les Visiteurs 2 où j'étais plié dans la salle. Vous avez de la salade d'endive? De chicon, vous voulez dire? Oui, une salade simple. Ça servit avec le carré d'agneau uniquement. Ah ouais, non. Ou le jarret de porc. Ah oui, j'en prends, le jarret j'en prends aussi, oui, je t'aiderai. Et puis une petite bière, s'il vous plaît. Un baron de gueuse pour la 3. Moi je prendrais de l'eau du robinet. Et je m'étais conditionné et j'avais tort. Que voir un Astérix potentiellement avec Depardieu et Christian Clavier, ça allait être encore 2 fois mieux. Mais en fait, Astérix et Obélix, c'est un humour un peu contraint, un petit peu bridé, tu peux pas faire ce que tu veux, et je m'en suis rendu compte en allant le voir. Mais fort de ses quasi 9 millions de spectateurs, c'était un carton à la hauteur des autres films que j'avais cités. Et il faut dire, j'y étais bien allé moi aussi. Qui ne pouvait pas ne pas être curieux de voir prendre vie, parce qu'il s'agit de ça, une bande dessinée bien de chez nous, avec des visages connus chez nous qui ont fait leurs preuves. Qui n'était pas curieux de voir les baffes données aux Romains en live, ou en tout cas de voir comment ça pourrait être donné à l'écran. C'était normal d'être curieux. Dans la forme, c'était complètement nouveau, mais dans le fond, c'était des ficelles à la fois un peu comme d'habitude, et comme je dis tout à l'heure, des ficelles un petit peu trop ficelées. Il y avait un cahier des charges à respecter, avec des acteurs en cosplay, c'était grossier, ils étaient moches les costumes, autant que des Gaulois que des Romains, dans un village en carton-pâte qui a été reproduit dans un énorme studio européen, avec un éclairage comme j'ai autour de moi, qui devait reproduire un peu l'effet du soleil, de la lumière du jour, avec un énorme fond bleu qui devait faire le ciel et la mer, tout était faux. Tout sera faux, tout sera faux. Pour un village breton, c'est con. Mais tourner en Bretagne, en même temps, c'est pas simple. Si on veut tourner en extérieur, j'y vis la plupart du temps dans l'année, et ce qu'on dit sur la météo, c'est pas toujours complètement faux non plus. En tout cas, ça faisait très préfabriqué, avec des acteurs qui étaient là pour se mettre en avant, habillés en personnages d'Astérix et d'Obélix, ou d'autres, et non pas pour faire briller Astérix et rendre hommage à la BD. Je l'ai pas ressenti comme ça. Mais comparé à certains films qui vont suivre, mis à part Mission Cléopâtre, finalement, il a pris de la valeur, parce qu'il est bien moins pire, à tel point qu'il en devient pas mal. En tout cas, j'ai compris pourquoi un tel essai, qui aura eu le mérite de relancer Astérix dans la culture populaire, ou en tout cas de l'étendre. Et c'est l'important dans un film d'en comprendre les raisons. Pourquoi le faire? Qu'est-ce qu'on peut y apporter qui n'a jamais été fait avant? Quelles sont les intentions? C'est ça le plus important. Et celle d'Alain Chabat était noble. Je le soupçonne d'aimer profondément l'univers d'Astérix. Mais je le soupçonne aussi de ne pas avoir été amoureux du film plutôt fanchouillard signé Claude Zidi. Lorsqu'il se voit confier le projet d'une suite, ses décisions seront radicales. Déjà, le choix de la BD était parfait. C'est la plus belle BD, même si ça n'est pas celle que j'ai préféré lire, mais l'histoire se passe en Égypte, dans des décors forcément grandioses. Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'il fait comme bruit, ton dromadaire? C'est pas mon dromadaire, c'est mon estomac. Et cela rend légitime un film en prise de vue réelle, enfin. Ne serait-ce que pour faire péter les couleurs, le ciel bleu, le jaune du désert, l'ambiance au flambeau des pyramides. Pour Mission Cléopâtre, je comprends l'intention de départ. Même pour Contre César aussi, hein. Mais là, l'intention, c'était de comparer ce film à l'autre en faisant cette fois-ci un beau film. Écoutez, le temps que je charge les bateaux, prenez le temps de visiter le Sphinx. À côté, je suis sûr que ça pullule de petits restaurants très goûtus. Faire ce que la BD ne pouvait pas faire, en faisant des prises de vue réelles d'un joli paysage, pour enjoliver le tout, pour l'embellir. C'est en grande partie, je trouve, pour ça qu'il est bon, ce film. Et voilà nos amis gaulois, guidés par Otis, en route vers les carrières pour faire le plein de pierres. Visuellement, il fait pas cheap du tout. Il est même très classe. Surtout quand tu l'as remasterisé en 4K récemment. Certes, ça n'est pas l'unique raison. Mais le fait de tourner le film en extérieur cette fois-ci, malgré les intempéries et les inconvénients,
ou tourné dans des décors naturels, ça amène un côté léger, aérien, authentique aussi, là où le premier sentait la boîte de conserve, ou le renfermé, ou en tout cas l'industriel. Du chemin tricatel, quoi. Et bien que le film n'ait pas été tourné en Égypte, les couleurs, l'image, la photographie, tout est très soigné, et musicalement, ça l'est également. Le deuxième point fort du film, c'est l'humour des nuls, qui personnellement se mariait très bien à l'univers d'Astérix pour le côté anachronique. Ça permettait à la saga de se moderniser, d'amener une époque à une autre, avec des références très profondément marquées. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et alors... Le revers de la médaille quand tu fais ce genre d'humour, c'est que le film peut vieillir plus vite que d'autres. Itinéris a raison de pas se laisser faire. Itinéris a raison de ne pas se laisser faire, je l'avais déjà raté à l'époque, j'étais content de l'avoir relu en disant « Waouh, mais c'était trop bien !» Et c'était le bon côté du film, parce que tu avais plein de choses à redécouvrir au fur et à mesure des visionnages, parce que c'était très très riche en gags, et en gags qui sont parfois glissés, qui sont parfois bien planqués. Quelqu'un a de quoi rallumer la torche? Non, enfin, moi j'ai la boîte d'amulettes de numéro bis, mais ça sert à rien. Et t'es d'autant plus fier quand tu les as trouvés. Mais Itinéris, ça a disparu assez vite, et SFR, ça va bientôt disparaître. Donc il faut avoir connu le contexte de l'époque pour pouvoir pleinement profiter de ce gag-là. Et il y en a quelques-uns des comme ça dans le film. Passé à côté, car un autre point fort du film, c'était sa créativité. Soit visuelle, avec parfois des ajouts d'animation. Par exemple, lorsque Numéro bis plante des palmiers au soleil, on ne voit que l'ombre, en ombre chinoise. Ou la scène dans la pyramide, avec simplement des yeux que l'on voit dans le noir, avec la musique de Benny Hill, ça amenait une folie et un côté imprévu qui surprenait le spectateur. Tout en ne coûtant pas un rond. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Comme la séquence de la langouste, commentée dans le film par l'immense et regretté Jean-Pierre Bacry. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Alain Chabat n'a pas dû tomber amoureux du premier film, mais il n'a pas dû tomber amoureux non plus de la direction d'acteur de Christian Clavier. On sent qu'il était embêté de le reprendre et un peu forcé, afin d'assurer une continuité avec le premier film, là où pour Depardieu il n'y avait quasiment rien à changer, on le sait. Et en plus, Christian Clavier s'est exprimé dessus depuis. Il n'était pas désiré par son réalisateur, il a mal vécu ce tournage, et on sent que son jeu était bridé, contraint et forcé. Le sort de toute l'Égypte est entre tes mains. Ne fais pas un peu trop, là? Il joue un Astérix très calme, très neutre, mais en ce qui me concerne bien plus convaincant que son Astérix hystérique. Astérix hystérique, c'est pas mal ça. Je viens de la trouver, c'est complètement de l'impro. Mais j'adore Christian Clavier dans Mission Cléopâtre. Nouveau ici. Oui, en fait, on vient d'être muté dans le coin. Oui, c'est pour ça. Parce que cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide. Contraint au forcé peut-être, mais j'adore. Mais c'est aussi là qu'on se rend compte que de jouer à Astérix, si tu le joues vraiment comme il est, c'est pas un rôle très intéressant à jouer. C'est un personnage moralisateur, c'est un personnage qui est toujours sérieux. Pour un acteur, c'est pas top. Obélix, c'est bien plus drôle. Du coup, Astérix et Obélix sont mis à l'écart de leur propre film, éclipsés par la performance de Numéro bis, joué par Jamel Debbouze, ou par les excellentes performances de Gérard Darmon. Cela peut choquer, mais ça ne m'a jamais gêné, même si le film donne parfois l'impression d'être coupé en deux. À tel point que les rares scènes entre Astérix, Obélix et Panoramix étaient vraiment savoureuses, parce que c'est les seules où même sur le tournage, tu te sentais vraiment en train de tourner un Astérix. Du tout. Alors là, pas du tout, mais... Oui, mais c'est pas la peine de dodeliner comme un imbécile. C'est uniquement d'un point de vue... Mais il n'y a pas de mal aimé. Il n'y a pas de mal aimé. Coucou, je t'aime. Coucou, je t'aime. Parce que sinon, c'était un show de Jamel Debbouze, qui n'est pas mauvais en soi. Hein. Ah, alors là... Mais c'est pas la peine de boire tout le bro. J'ai pas bu tout le bro. J'ai pas bu tout le bro. Ils l'ont ressenti quand il fallait tourner la scène de la pyramide, où il y avait que ces trois-là, et c'est la des meilleures scènes du film. Maintenant, ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Ouh. Écartez-vous derrière, c'est nous, on sort. Le gros sort. Ils sont fous, ces Égyptiens. Au passage, Claude Rich qui joue Panoramix dans cette version-là, c'est le meilleur Panoramix que j'ai jamais vu. Tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un Alexandrin. Autant Claude Pieplu, dirigé tel qu'il a été, c'était pas du tout Panoramix. En tout cas, je ne l'imaginais pas comme ça. Je ne l'entendais pas comme ça quand je lisais les BD, parce que je récitais les voix dans ma tête. Autant Panoramix,
en version Claude Rich, la perfection. On dirait qu'ils savent à qui ils ont affaire quand même, hein? Oui, ce sont de vieilles connaissances. Nous allons souvent à la mer ensemble. Ajoutons à ça le retour des pirates, la grosse absence du premier film, le retour des costumes verts pour les Romains au lieu des costumes rouges du premier film. Même si, attention, les tuniques des Romains étaient vraiment rouges. Mais en BD, visuellement, le rouge ne ressortait pas. C'était baveux, c'était moche à l'écran. D'ailleurs, c'est moche à l'écran dans le film de Claude Zidi. Mais comme le film de Claude Zidi est assez vert, vu que le film se passe dans le village et dans la forêt, vert sur vert, c'est pas simple. Alors que dans le deuxième, vu que le village on le voit en hiver, ce qui est une bonne idée, le vert et le blanc ça ressort. Regarde, Gaulois, défends chèrement ta vie. Je suis à vous tout de suite, hein. Et en Égypte, le vert ça passait mieux que le rouge. C'est ça aussi une adaptation, c'est aussi prendre des risques, prendre des libertés, quitte à se faire un petit peu gronder d'un point de vue historique, mais on s'en fout dans un astérix de la réalité historique, au contraire même. Parfois il faut prendre des risques, parfois il faut prendre des décisions pour se dire que non, visuellement dans mon film ça va pas le faire. Voyez plutôt. Ça. Dans Les Dents de la Mer, le premier, Spielberg a banni le rouge de l'écran, sauf pour le sang, parce qu'il voulait que justement ça ressorte bien. C'est ce qu'on appelle une direction artistique. 14 millions d'entrées plus tard, le film a mis beaucoup plus de monde d'accord. Sauf Uderzo, mais entre les effets spéciaux plus réussis, idées visuelles et gags dans tous les sens, même si certains ont vieilli, l'objectif d'Alain Chabat était clair. Il fallait faire mieux. Il fallait dépasser le précédent, et pas qu'avec le nombre d'entrées. Le film est mieux joué, mieux réalisé, avec l'envie de se dépasser à chaque plan, de proposer quelque chose de marquant, de jamais vu, et en ça, il aura complètement éclipsé le premier film pour devenir la référence, et ce 3 ans après, de ce qu'il faut faire pour faire un bon Astérix, ou pas. Recette que personne n'utilisera jamais. Imagine ce Brutus! Astérix, ça reste comme ça. Est-ce que je t'ai demandé de le frapper? Je l'ai pas frappé. T'as frappé! Non! J'ai illustré tes propos par les gestes. Et même le 3e Astérix aux Jeux Olympiques, je comprends l'intention de départ. C'est déjà ça, hein. Au moins pour ce 3e film aux Jeux Olympiques, il est ce qu'il est, mais je comprends l'intention. C'est même la seule chose que j'ai compris au final. Afin de sortir de l'humour franco-français qui a desservi Mission Cléopâtre à l'international, l'idée était de faire cette fois-ci un film pour toutes les nationalités et tous les pays. Au détriment de l'humour français, ce qui va peut-être être un problème, parce qu'il y a de l'humour pour tout le monde, mais pour tout le monde ça veut dire aussi pour personne. Un autre gros problème est le choix de la BD. Mais elle se comprend. Il faut une histoire qui ait du sens dans chaque pays dans lequel le film sera vu, afin d'attirer du monde. Et l'histoire la plus internationale est celle aux Jeux Olympiques, qui parlait au plus grand nombre. C'est clairement l'une des BD les moins mémorables, hein, Astérix aux Jeux Olympiques. Car passer derrière Astérix Mission Cléopâtre ne sera pas facile. Pour aucun des films d'ailleurs. Tant le cadre de la BD justifiait le passage en prise de vue réelle, grâce à l'Égypte, et tant les autres seraient forcément un retour aux films préfabriqués. Et tournés dans des préfabriqués. Merci, merci beaucoup. On fait ce qu'on peut, hein. Le film est produit avec des moyens démesurés. Mais jamais cela ne se verra à l'écran. Pas une seule seconde. À part peut-être la course de char. Tant le filtre jaunâtre est laid au possible. Tout petit cache-slip qui a jauni. Ah. Les voir accomplir des prouesses sportives avec de la potion magique n'a rien de passionnant. L'humour tombe quasiment toujours à plat. Benoît Poulvord est malheureux et en fait des caisses, complètement isolé et pas dirigé sur le tournage, on le sait maintenant. Clovis Cornillac est transparent, Alain Delon a des demandes exorbitantes, mais pas autant que Depardieu, surpayé et qui assure le service minimum, et encore même pas, refusant de tourner lorsque les plans sont assez loin en préférant envoyer sa doublure à sa place, par simple flemme de se maquiller, et en plus ne sachant pas son texte, ce qui a appliqué de trafiquer son regard en post-production car il ne regardait jamais le visage de son partenaire, mais le texte qui était à côté. Oh là 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 là! C'était un tournage long qui se passera très mal, sans capitaine à bord et dont le seul bon passage n'est pas dans le film, puisqu'il s'agissait du trailer. Formation de la tortue d'un point de vue animalier! Voilà. Ça et les quelques passages d'Alexandre Astier qui restent le seul qui est assez juste dans le film. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette. On fait pas d'omelette. Le code 2. Le code d'accès. 4. 7. Mais tu le connais le code? Non. Mais comme chacun joue sa partition en solo dans son coin, qu'il n'y a pas de vision artistique, ni de direction d'acteur, et que surtout il n'y avait aucune volonté de surpasser quoi que ce soit, ni le précédent ni même celui d'avant, aucune autre ambition que d'en faire un parce qu'il fallait en faire un, car les deux autres avaient montré qu'il y avait un public qui était demandeur. Mais le film fera moins de 7 millions d'entrées en France et fonctionnera même mieux à l'étranger, comme quoi ils n'avaient pas tout à fait tort, avec 9 millions d'entrées à l'international. Pas d'échec total pour le coup, hein. La stratégie à l'international a plutôt bien fonctionné. Le film est globalement
tout justement rentable, mais la confiance du public a été quelque peu, comment dirais-je, entamée. Bon, Obélix, nous partons en mission dans un pays qui s'appelle la Grande-Bretagne. Ah, chouette. Oui, mais attention, parce que là-bas, ils parlent une autre langue que nous, ça s'appelle l'anglais. Ah. Alors, par exemple, pour dire je voudrais un sanglier rôti, s'il vous plaît. Eh bien, en anglais, on dit je voudrais un sanglier rôti, s'il vous plaît. Entamé, mais je suis allé voir Astérix au service de Sa Majesté, car un accident, cela pouvait arriver. Mais c'était pire. Acteur français jouant avec un accent anglais caricatural à mort, de Catherine Deneuve à Valérie Lemercier, complètement transparente, alors qu'on aurait pu avoir un casting anglais, au moins en partie. Le film est mou, on s'ennuie, c'est laid comme un pou, dont l'élément le plus drôle était Vincent Lacoste, c'est dire, ou alors le fil rouge d'Edouard Baird qui drague constamment les femmes avec la même technique qui ne marche jamais. Même si Astérix qui drague, on l'avait dit dans la vidéo, et vous êtes nombreux à le dire, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne passe pas. Et c'est pas parce que tu fais un hommage à un moment donné à Kill Bill, et non pas à Téléfoot, c'était une petite provocation, je sais que ce passage-là... Ce n'est pas Téléfoot qui utilise cette musique-là le dimanche à un moment donné. Je sais que c'est Kill Bill. Mais ce que j'ai voulu dire dans ma vidéo à l'époque, c'est que c'est pas parce que tu fais un hommage que ça devient drôle tout de suite. Non, ça dispense pas de faire rire derrière. Au contraire, c'est même encore plus dur, je trouve. C'est comme si aux Jeux Olympiques, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand je disais que la scène du balcon avec Obélix était navrante, mais à l'image du reste du film, hein, on m'a dit « Ouais, mais t'as pas compris, c'est un hommage à Cyrano de Bergerac avec Depardieu. » Oh là 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 là. Et alors, je le sais, je suis pas complètement con, mais ce qui me dérange, c'est que c'est pas drôle pour autant, encore une fois. C'est pas parce que tu fais un hommage que tout de suite tu te dis « Ah, j'ai reconnu, c'est Cyrano !» Non, ça marche pas comme ça. Au contraire, il se planque derrière ça pour se dire « On n'a pas besoin de se creuser la tête pour trouver quelque chose de drôle, c'est déjà drôle en soi. » Non. Je sais pas, je m'enfonce. Mais comment ça tu t'enfonces? Non. Mais ça doit être les sables mouvants. Mais avec moins de 4 millions d'entrées, clairement, la mode des Astérix en live action était passée. En tout cas, je faisais partie des 4 millions qui étaient allés, mais à qui on n'y reprendrait plus. Et de toute façon, 4 millions pour un film qui en a coûté 61, c'était forcément le dernier qui nous serait permis de voir en salle, tant ça ne pouvait pas être rentable. Et pourtant, on n'avait pas encore touché le fond. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. En 2023, retardé à cause du Covid. À cause ou grâce au Covid? Nous avons eu le droit au fantomatique Astérix l'Empire du Milieu, et là je ne comprends pas le projet. Surtout après les 2 films d'Alexandre Astier dont on va parler dans quelques minutes. Pourquoi? Pourquoi faire? Qu'était-il possible d'apporter en plus que les 2 derniers films n'avaient pas fait? Quel était le projet? Quelle était l'ambition? Je l'aime! Tu m'entends? Comment ça tu l'aimes? Comment ça, tu l'aimes? Et ils sont où? Et ils sont où, les Égyptiens? Ah, ça y est, je viens de le percuter. C'était pour séduire le public chinois. Mais oui, ça fera au moins des entrées là-bas. Une stratégie bien à la Disney, qui démonte tout, qui défonce tout, qui détruit tout. Sauf que la Chine, on n'en voit rien. Ça aurait dû être beau, mais ça ne l'a pas été. Contraint de tournage oblige, et le Covid est passé par là. Mais vu que le film est surtout un voyage, sans paysage à montrer, ce qui est collector pour un récit de voyage, le film n'est drôle à aucun moment. Et ça m'avait tellement ennuyé, encore plus que le 4e, dire que je pensais ça impossible, c'était tellement long et ennuyeux que j'avais rien trouvé à dire sur le film, tant il m'avait pompé toute mon envie et toute mon énergie à lui trouver des qualités. Souvenez-vous de ça. Laissez-moi vous expliquer comment j'analyse les films habituellement. Depuis 4 ans que je poste une vidéo par semaine sur la chaîne, j'ai la même routine. Je lance le film, que je le connaisse ou pas, je le regarde juste avant de tourner. J'ai mon ordi sur les genoux et je note tout ce que je ressens. Bref, ça prend une dizaine de pages Word. Sous forme d'annotation qu'au montage, je m'y retrouve plus facilement. Mais pour une fois, en 4 ans, et plus de 220 vidéos maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. Voici ce que j'ai noté. Et à partir de là, je n'ai plus rien noté dans le film. C'était juste pour ceux qui voulaient me voir démonter ce film-là. Très brièvement, sinon la vidéo, vous pouvez la trouver. Hein. Mais de ce que je pourrais même pas appeler un film, ce gouffre à pognon dégoulinant, qui n'a rien essayé, qui n'a rien tenté, si ce n'est de faire une histoire nouvelle. Ça pourrait être intéressant de faire un film en prise de vue réelle qui n'essaierait pas de pomper tel ou tel BD. Ah, dis donc, j'ai trouvé quelque chose de positif. Excusez-moi, ça va durer encore longtemps les histoires de gauche-droite, droite-gauche? Non, parce qu'à ce train-là, on va arriver en Chine à Saint-Glinglin.
Pour qui il se prend celui-là? Mais c'est d'autant moins compréhensible qu'entre celui en Grande-Bretagne qui est ce qu'il est et ce film qui est encore pire, un des pires que j'ai jamais vu de ma vie, t'as eu deux versions dont on va parler enfin d'Alexandre Astier, en 2014 et en 2018, qui avaient montré la voie de ce qu'était un bon Astérix. Et derrière, tu nous refous ça. Pourquoi en 2023 ou 2021 avec le Covid, tu ressens le besoin de refaire un Astérix aux prises de vue réelles, alors qu'on a montré que les films d'animation 3D étaient parfaitement adaptés pour faire ressortir « Oh, une bande dessinée en animé !» Bah, évidemment. Vous savez, je commence à me réénerver d'un sujet qu'on a déjà traité. Et il paraît surtout qu'ils veulent en faire un 6e. Alors je sais pas si c'est des rumeurs de l'époque ou s'ils ont abandonné l'idée, mais faire un film de prise de vue réelle, avec le gouffre à pognon que ça représente, de trouver des figurants, des milliers de figurants, des costumes, des décors, les contraintes de pas pouvoir faire ce que tu veux parce que tu peux pas attacher tout le monde avec des élastiques, au bout d'un moment ça fait cringe, avec des budgets de 60, 65, 70 millions d'euros. Alors qu'avec ce prix-là, tu peux faire 2 Astérix. Les 2 d'Astier, ils ont coûté 1 film de Canet. Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au Cubitus. Raison! La ferme Cubitus. Astérix, le domaine des dieux. A priori, pas la BD la plus vendeuse pour un film, mais puisqu'il s'agit d'un film d'animation, tout est permis. Changez! Vous ne passerez pas! Le barbu, tu dégages! Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Car c'était la première fois qu'on avait un film d'animation 3D à la Pixar, et quand je dis à la Pixar, cela n'est pas innocent, car le co-réalisateur Louis Clichy a travaillé chez Pixar, dans Wall-E par exemple. Ah, ça va pas être la même limonade là. Ce changement de format est une aubaine pour donner vie d'une nouvelle façon à l'univers d'Astérix. Et les trois vont d'ailleurs emprunter le même mode opératoire, que cela soit sous la direction d'Alexandre Astier ou celle d'Alain Chabat. Ils seront à ma botte! J'adore. Oh là 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 là. Ils ont vraiment le sens du spectacle. Ah ça, c'est les Armoricains, hein. On parlait de cette recette perdue tout à l'heure, cette recette de Mission Cléopâtre, qui n'a jamais été réutilisée. Il y en a une nouvelle ici de recette, qui est différente et que je vais vous partager. Commencez à prendre vos notes. Déjà, le recours à l'animation, il y a des équipes, entre autres françaises, qui sont très calées, car la France n'est pas en reste en matière d'animation et n'a pas à rougir, comme pour le co-réalisateur de la série d'Alain Chabat, Fabrice Joubert, qui a travaillé par exemple sur Les Mignons. Le recours à l'animation permet à nouveau de laisser libre cours à la créativité, avec des trouvailles visuelles à chaque instant. Par exemple, dans Le Secret de la Potion Magique, histoire inédite, rien que pour le générique de début, tout en musique et en rythme, il y a plus dans ces quelques minutes de générique, sans dialogue, en termes de créativité, d'inventivité. Et on fait quoi maintenant? La forêt des Carnutes est interdite aux femmes. Ah, je croyais qu'elle était interdite aux non-druides. Et aux femmes, évidemment. Plus de choses qui bougent et qui pètent à l'écran que dans l'intégralité des 2 films précédents, plus le suivant. Et tout ça en 2 minutes. Toutes les scènes de bagarre deviennent un défouloir jubilatoire pour le spectateur, avec des effets, des animations, comme dans une des bagarres du Secret de la Potion Magique, où après une baffe, un Romain voit son casque tourner sur lui-même, mais on voit ça depuis son propre regard. Non seulement c'est créatif à chaque minute, c'est riche, on ne s'ennuie jamais, il se passe quelque chose toutes les 5 secondes, même un petit mouvement de feuille, même un petit oiseau qui passe par là. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et en plus, c'est super joli. Ça, c'est commun aux 2 Astier et aussi à la série de Chabat dans une moindre mesure, je l'expliquerai après. Élément numéro 1 donc, l'animation qui est là pour repousser les limites de ce qu'on peut faire, ou de ce que peut faire une caméra classique. Aucun film en prise de vue réelle n'aurait pu suivre Panoramix sur cet arbre à essayer de sauver un oiseau en début de film du Secret de la Potion Magique.
Et surtout, personne n'aurait eu l'idée, en fait, c'est ça qui est génial. Personne ne pourrait avoir l'idée d'écrire ça dans un film en prise de vue réelle, parce qu'on se dit tout de suite que c'est compliqué à faire, ou même on ne le conçoit pas, puisqu'on peut pas faire ce qu'on veut avec une caméra traditionnelle, qu'avec un film où tout est certes artificiel, mais pour un film en animé, ça se conçoit beaucoup plus de faire que du faux, plutôt que de faire des vrais films, comme le fait Avatar par exemple, où on applaudit le fait que tout soit faux à l'écran, même l'eau. Ça, pour le coup, je suis beaucoup moins chaud pour ça. Mais là, on parle d'Astérix. Je vais pas gueuler parce que tout est faux dans un film d'animation. Par contre, que tout se fasse carton-pâte dans un film en prise de vue réelle, avec des acteurs qu'on connaît bien, déguisés... Je change de rouleau et je suis à toi, hein. Casque, quand t'es plus. On l'a vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est bon. Deuxième élément de la recette, mais là ce n'est pas propre au film d'animation, c'est un outil scénaristique majeur qui permet d'amener l'émotion à chaque fois. Ce que tente d'exploiter d'ailleurs le 5e film, sauf que le 5e film est fait d'une telle façon que l'on ne ressent rien. Mais dans les 2 films d'Astier plus la mini-série de Chabat, il y a plusieurs points communs importants. Le premier, c'est qu'Obélix est systématiquement neutralisé à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Vidé de son énergie car il n'a pas mangé à sa faim depuis longtemps dans le domaine des dieux, hypnotisé dans le secret de la potion magique, ou évanoui à cause du trac dans la mini-série. Ce qui, dans ce 3e cas, passe moins bien, je trouve. Parce que même réveillé, il met du temps à bouger et à venir défendre ses copains quand même. Mais comme le trac d'Obélix, quand il parle en public, il paralyse de peur, est bien annoncé quand il est petit et plusieurs fois dans la série, lorsque ça arrive au moment du combat des chefs, vu que ça a été bien amené, tu comprends pourquoi il s'évanouit maintenant. C'est important de neutraliser Obélix pour qu'il y ait une tension dramatique. Par contre, tu peux pas le faire n'importe comment. Là, ça a été quand même plutôt bien fait. Sans oublier Astérix, qui lui aussi est isolé, ou banni, parce qu'il n'est pas d'accord avec les autres. Il quitte le village avant les événements qui emmènent la capture des siens, par exemple. Ce qui est le cas à chaque fois. L'objectif à chaque fois, c'est laisser le village à l'abandon, vulnérable, avec les femmes et les enfants à la merci des Romains. Et ça, il le fait les 3 fois afin d'engager les spectateurs émotionnellement. Et ça passe par les yeux des personnages de Pixar, qui sont toujours très expressifs. Et ça, tu ne peux pas avec un Obélix dans les parages, qui est presque invincible et invulnérable. Et impossible aussi avec la sagesse d'Astérix, s'il est présent. Ou même de Panoramix. Tu enlèves ces 3-là du village, comme dans les 3 cas, à chaque fois, le village est perdu, et à chaque fois, ça te prend aux tripes, même si t'es censé connaître la fin, et que tu sais que tout va bien se passer, parce que c'est Astérix et que tout finit bien. Ça veut pas dire qu'en cours de route, t'es pas inquiet. Et ça, c'est balèze. Surtout dans un film d'animation. Dans nos 3 propositions, 2 de Astier, 1 de Chabat, nous avons aussi l'ajout à chaque fois d'un personnage assez jeune, voire enfantin, un garçon dans le domaine des dieux avec sa famille, qui accompagne ses parents dans leur nouvelle vie en Gaule, et ça se passe mal pour eux, une petite fille, l'apprentie de Panoramix, parfaite pour prendre la relève un jour, en tout cas c'est le message de fin qui est suggéré dans le film, mais dans les 2 cas, ces personnages sont nouveaux, attachants, et se lient d'amitié avec Astérix et Obélix, ce qui amène de la nuance, car dans le premier cas, ils doivent être défendus, y compris par les Gaulois, même s'ils sont romains. Comme dans le combat des chefs, avec le personnage de Metadata, le personnage le plus réussi de la mini-série, je trouve. Je l'ai même trouvé plutôt mignonne. Commencez pas à me dire, espèce de sale pervers au fond, là. Mais les petites taches de rousseur, les oreilles décollées, les yeux, encore une fois, à la Pixar très expressif, son caractère bien trempé à rembarrer les gens d'une façon assez subtile et polie, son évolution, surtout qui est géniale. C'est un très très bon personnage, Metadata. J'avais pas eu un petit crush comme ça pour un personnage d'animation ou de dessin animé depuis C18 dans Dragon Ball Z. Are you all right? Mais encore une fois, ce qui permet ces émotions, c'est vraiment les visages à la Pixar, encore une fois, avec des gros yeux ronds et blancs, avec des petites pupilles au milieu, qui font bien ressentir la détresse, la tristesse, l'étonnement, la colère. Et c'est beau, encore une fois, à l'écran, grâce à l'animation 3D, avec ce village en flammes, avec ces flammes qui se réfléchissent sur les rochers, sur le sol, sur les visages des méchants, dans leurs yeux diaboliques. Les Romains menaçants, filmés en contre-plongée, avec, encore une fois, ces hommes et ces femmes vulnérables, qui n'ont plus la potion, qui peuvent plus se planquer derrière ça. À chaque fois, c'est beau, les 3 fois. Est-ce que tu vas pouvoir faire ça indéfiniment? J'en suis pas sûr. Au bout d'un moment, la recette va commencer à s'épuiser. En tout cas, ces nouveaux personnages, proches d'Astérix, Obélix ou Panoramix, sont essentiels dans la structure des scénarios de ces 3 bijoux. Ce qui nous amène à un autre ingrédient essentiel selon moi, les doubleurs. Car oui, pas de film en prise de vue réelle ne signifie pas d'acteur, au contraire même. Je trouve même qu'en n'étant pas présent à l'écran, ça leur donne pour certains l'envie de faire davantage briller leurs personnages. Par exemple, autant avoir un casting XXL dans les Jeux Olympiques ou dans l'Empire du Milieu avait un côté lassant, car on savait que personne n'aurait le temps de jeu suffisant pour l'exploiter,
Autant retrouver une dernière fois Roger Carrel dans le rôle d'Astérix en 2014, ça avait quelque chose de magique. Et voici la potion magique qui donne une force surhumaine. Cadeau. Vous la goûterez pas avant pour être sûr? Non, pas toi. Ou bien Bernard Allan en Panoramix, impeccable au doublage. Cela permet aussi certains retours des films précédents, des retours gagnants, y compris des films ratés qui ont tous une revanche à prendre sur la licence. Comme par exemple Elise Moon, qui est impeccable dans le rôle de Cubitus, le Romain, à chaque fois. Mais, comme c'est la première attaque, le stock est pas encore épuisé. Ah non, mathématiquement même, il est plein. Voilà. Donc, ça va se passer, comme d'habitude, en fait. Voilà. Alexandre Astier, qu'on ne présente plus, est impeccable dans le rôle du Centurion. Christian Clavier est de retour dans le rôle d'Astérix dans le deuxième film, qui reprend du service après la retraite de Roger Carrel, dans Le secret de la potion magique, et ça fait plaisir de le revoir jouer dans un Astérix décontracté, sans la pression du rôle. Tu savais qu'il était dans la marmite? Bah oui, puisque je l'ai vu monter dedans. Quoi? Et pourquoi tu n'as rien dit, gros nigo? Ah, parce qu'elle m'a demandé de rien dire, tiens, sinon tu penses bien. Qu'est-ce que tu leur as dit au village? Florence Foresti en bonne mine, c'est très bien aussi, tout comme Géraldine Nakache, impeccable toutes les deux. Je suis peut-être un petit peu moins enthousiaste sur les doubleurs de la mini-série, comparé à la version d'Astier ou les versions animées qu'on a évoquées tout à l'heure dans les années 60, 70, 80. Bon, déjà pour Astérix, le maître absolu, le meilleur doubleur qui soit, c'est Roger Carrel, et il est 10 fois devant les autres. Mais là, mis à part Alain Chabat, qui est impeccable, comme à chaque fois, et Metadata, mon petit coup de cœur, les autres, c'est soit perfectible, soit je ressens pas du tout l'investissement de celui qui double, notamment Thierry Lhermitte en Panoramix. J'ai rien ressenti. Qui est Astérix? Il n'habite pas son personnage, il récite son texte. Obélix doublé par Gilles Lelouch. Lelouch, pareil, c'est mou. Je sens un peu faible, Panoramix. Non, Obélix, tu n'auras pas de potion magique. Je t'ai dit 1000 fois que tu étais tombé dedans. Ah oui, bon, ça va, j'ai compris, ça va. C'est pas du Pierre Tornade comme on avait à l'époque. J'entends leur voix, hein, mais ils n'incarnent pas. Alors que dans la version Astier, Bernard Allan, en Panoramix, encore une fois, il est magnifique. Magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais là? On est trop loin du village pour te ramener. Et ils doivent tous te chercher alors qu'il est... Bernard Allan dit Bernatus, pour ceux qui sauraient pas. C'était Liberné. Ah bon? Mais ne trompez pas, gars, bon gars, si non! Foutez-moi le camp, je vous supplie! Non, regardez pas là-haut! Mais il y en a qui se débrouillent très bien. Dans le Jérôme Commandeur, dans le rôle de la mère de César, j'adore. On a aussi une courte apparition, même si c'est à peine palpable comme le sol, de Jamel Debbouze, dans la version de Chabat. Bah Jamel, pareil. Jamel, il vient pour faire Sucette à l'Anix. Ah, moi j'aime bien, le nouveau style. Un tout petit rôle, et il vient évidemment amicalement, plus qu'amicalement, juste pour le kiff, il est resté, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Et pareil, on lui dit, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire comme autre personnage? On cherche. On l'entend très succinctement, dans un rôle très court de figurant, mais aussi dans le rôle d'une poule. Et il y a un moment, il y a une poule, et puis la poule, elle a un truc de comédie à faire, c'est-à-dire on lui fout un coup de pompe, donc elle peut se barrer en faisant... Il a réussi à trouver une poule qui fait à la fois... et en même temps... Aïe, mais ça fait super mal. Comme quoi, avec de l'animation 3D, tu peux te faire plaisir sur le casting. Tu peux faire revenir des personnages, des acteurs, des comédiens que tu avais peut-être trop vus ou que tu avais vu dans un film qui était pas bon, et leur donner une nouvelle chance de s'amuser avec Astérix et de nous le faire partager. Donc ça fait une espèce de... Celle-là, on la prend. Et non pas d'aller au boulot avec un costume, dans un tournage qui les saoule, dans un grand studio. En fait, tout ce qu'ont fait les films, on va dire le 3, le 4e et le 5e, parce que les 2 premiers sont peut-être un petit peu plus à part, mais ça devait être chiant comme tournage. Alors qu'à doubler, de façon beaucoup plus courte, entre amis, entre gens qui se connaissent, entre gens qui sont amoureux de la BD, ça devait être beaucoup plus intéressant à faire. Un bon casting, riche, avec des comédiens de doublage, ça permet à nouveau de se lâcher et d'enlever les problèmes d'ego, du temps de partage à l'écran, dans un film en prise de vue réelle, et c'était là le deuxième gros point essentiel dans un dessin animé ou dans un film d'animation. Ça et la folie créative amenée par ce format, on en a parlé, qui contrairement à du live action, plein de contraintes, coûteux, avec un impératif pour le rentabiliser absolument. En tout cas, pas pour se la jouer, à vouloir s'afficher sur l'affiche, avec les centaines de noms qu'il y a sur l'affiche, et à vouloir tirer sa couverture à lui. Dans l'animation 3D, tu n'as pas ça. C'est un film collégial, fait en équipe. Tout ce que n'est pas un Astérix. Mis à part le deuxième. À partir de là, il suffit d'ajouter ici et là ce qui fait le sel d'Astérix. Les anachronismes. Les noms des Romains ou des Gaulois qui évoquent une actualité. Ou de la culture pop. Comme les 4 Fantastiques, L'Homme qui tombe à Pix, Netflix. Ou j'ai noté aussi Climato-Sceptiques. Que si vous vous aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes et je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. Vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter. Ça passe aussi par des bruitages, de Camelot par exemple, ou bien le jingle du radio dans le domaine des dieux. En fait, avec de l'animation 3D, on fait ce qu'on veut.
On fait ressentir ce qu'on veut, pour un budget moindre, car pas de costumes, pas des centaines ou des milliers de figurants à payer, beaucoup moins de temps, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait travailler personne, c'est juste un travail différent. Mais ça c'est normal dans un Astérix, ça fait pas partie de la recette des films d'animation 3D, c'est la recette d'Astérix. T'as toujours des anachronismes, dans la BD c'est forcément écrit, mais chez Astier et Chabat, c'est juste un enrichissement de tout ce qu'ils ont amené depuis le début pour avoir une recette complète. Mais ce n'est pas le centre du film, ce n'est pas le centre de l'humour. Alors que dans les films, mis à part celui de Chabat, les prénoms gaulois ou romains qui font penser à des choses d'aujourd'hui, c'est le cœur de leur humour. Ici, dans les deux films d'Astier et dans la version Chabat, ce n'est qu'une des composantes des nombreuses choses qui amènent le rire ou l'émotion. Ah non, bah tu vas pas me dire que... C'est pas fameux, mais avec une bonne formation... Enfin, on va pas ramener ce type-là au village avec ses brioches. Et dans les trois cas, quel sens du final quand même, encore une fois, bien plus possible d'en mettre plein les mirettes avec des finales explosifs dans les animés que dans un film en prise de vue réelle où, attention, ça coûte cher. Dans les trois versions, le final est super émouvant et super riche visuellement. Dans Le Domaine des Dieux, c'est la scène où la potion magique tombe du ciel et où du coup tu prends Astérix pour qu'il puisse boire parce qu'ils étaient secs, ils étaient à la merci, ils étaient foutus, ils étaient soulagés en tant que spectateurs et cette scène est magnifique à l'écran. Dans Le Secret de la potion magique, c'est ce combat entre les deux colosses, le formidable druide qui est un super méchant, qui devient un géant malgré lui, qui s'oppose à Panoramix, qui se sert de sa première invention, soi-disant inutile, pour le combattre par avatar interposé. Mais qu'est-ce que... Voilà, c'est joli. Visuellement, pareil, ça claque. Et dans la version Chabat, les Romains volants fluorescents dans la nuit, c'était magnifique aussi. Donc s'il vous plaît, arrêtez de serait-ce que d'envisager que de refaire des films en prise de vue réelle après avoir vu ça. Ça n'est que se mettre des contraintes, ça sera forcément moins bien, et ça coûtera forcément plus cher, et il faudra forcément mettre 9 millions de gens dans les salles pour le rentabiliser, parce que sinon, le réalisateur va bouder, comme Canet. Donc ne le faites plus. Les spectateurs n'en veulent plus. Après, s'il y a les spectateurs qui en veulent, dites-moi en commentaire pourquoi, hein, parce que vous avez le droit. Mais expliquez-moi. Et pour ceux qui voudraient mon avis sur la série d'Alain Chabat, sachez que j'ai eu un petit peu de mal au début. Le premier épisode est assez fade, assez convenu, ne serait-ce que visuellement, surtout si on a déjà vu les films d'Astier avant. Pas de folie créative, l'enfance d'Obélix et d'Astérix était intéressante mais sans plus, on avait déjà vu cette histoire, et visuellement j'étais assez partagé. Le visuel de la potion magique, très fluo, la gestion du liquide me paraissait un peu bizarre, un peu rigide, pas suffisamment détaillé. Mais c'est voulu par Chabat, hein. Je l'ai vu dans le making-of. On le voit aussi dans les bagarres où t'as un mélange d'effets qui sont très propres, et d'effets un petit peu volontairement cheap, volontairement faits comme à l'époque, avec les onomatopées, avec les bruitages, qui sont écrits et qui ressortent à l'écran, pour rendre hommage au BD. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette potion magique toute rose fluo, qui, quand tu la remues, n'est pas vraiment remuée, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui a été fait au rabais, ou alors c'est voulu, dans certains effets. Voilà, j'ai trouvé ça moins joli, moins propre, que dans les versions cinéma d'Alexandre Astier de 2014 et 2018. Même le dessin animé de Panoramix au début, je crois, du 3e épisode... Quand on voit ce qui se passe dans sa tête au début, c'est voulu que ce soit un peu ringard à l'écran. Mais ça dispense pas d'être joli. Je dis pas que tout est parfait dans la version animée d'Alain Chabat. C'est très très bon, mais il y a des choses qui, surtout dans le premier épisode, bah, j'ai trouvé ça soit déjà vu, soit pas extraordinaire, soit volontairement ringard, mais je l'aurais pas fait comme ça. Je préfère largement les versions d'Astier que la mini-série Netflix d'Alain Chabat. Même si j'ai adoré quand même. Le combat sur les montagnes russes avec Astérix, sans potion magique, pareil, c'est palpitant, c'est super beau à voir. C'est encore quelque chose qui aurait été horrible à faire dans un film. Je ne conçois même pas que quelqu'un aurait écrit ça dans un vrai film. Là, tu peux te lâcher. Donc si un film en prise de vue réelle, à cause de la logistique, empêche la créativité de ses auteurs, même à l'écriture, parce que ça coûterait trop cher, parce que si, parce que ça, alors ne le faisons pas, faisons de l'animation. Pour un dessin animé, pour une BD, c'est de la logique pure. Surtout si c'est bien écrit par nos scénaristes de talent, bien doublé par nos acteurs de talent, qui du coup peuvent se concentrer uniquement sur leur jeu. Il y a de quoi s'éclater, et pour eux, et pour nous en tant que spectateurs. Donc voilà, des Astérix, oui. En animation 3D, oui. En prise de vue réelle, non. Ou alors expliquez-moi pourquoi. Pourquoi faire? Qu'apporter de plus à Astérix, parce que c'est ça le projet, en faisant le pari des films en prise de vue réelle qui amènent énormément de contraintes. Et de limites, voilà, le mot c'est ça. Les films en prise de vue réelle auront forcément des limites que les films d'animation 3D n'ont pas. Donc posez-vous la question, pour ceux qui voudraient en faire un, pourquoi faire?
Et voilà, on va se quitter sur ces mots-là, parce que je trouve que ça résume très bien la vidéo. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette grande rétrospective sur les Astérix. Alors je pouvais pas parler équitablement de tous les films, tous les dessins animés, sinon ça aurait fait une vidéo de 3 heures, ce n'était pas le but, et j'en avais pas l'énergie. Mais ça conclut les Astérix sur la chaîne, parce qu'on avait fait les 5 films, je voulais évoquer légèrement les films d'animation et les dessins animés, maintenant c'est fait. J'espère que ça vous aura plu, j'espère pour ceux qui attendaient ça depuis longtemps que ça ne vous a pas déçu. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, à dire que vous êtes passé par là à YouTube en mettant un like, et dans les commentaires, si vous savez pas quoi dire, bah, vous pouvez toujours dire quelque chose comme ça. Coucou, c'est moi. Oh merde. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet. D'ici là, comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.